Bienvenue à notre deuxième leçon, les types de données disponibles sur les plateformes de médias sociaux. Je suis vraiment heureux que vous soyez là aujourd'hui, parce que nous allons plonger dans un sujet qui façonne l'avenir de l'éducation et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure, les données des médias sociaux. Alors, cela peut sembler un peu technique au début, mais à la fin de cette leçon, je vous promets que vous aurez une compréhension claire et concrète de ce que sont réellement les données des médias sociaux, de la façon dont elles sont utilisées dans l'éducation, en particulier pour les adultes. Et pourquoi? Il est essentiel de traiter ces données de manière responsable. Commençons par quelque chose de simple. Pensez à la dernière fois où vous avez fait défiler LinkedIn ou Facebook. Peut-être avez-vous aimé une publication, cliqué sur une publicité pour une formation ou rejoint un groupe sur la reconversion professionnelle. Cette interaction, c'est une donnée. Chaque clic, commentaire et connexion que vous effectuez en ligne laisse une trace que les plateformes analysent pour en apprendre davantage sur vous et, idéalement, améliorer votre expérience. Au cours des 20 dernières années, les réseaux sociaux sont devenus bien plus qu'un simple moyen de rester en contact avec ses amis. Ils sont désormais des outils d'apprentissage, de réseautage et de développement professionnel. Des plateformes comme LinkedIn se sont transformées en véritables centres d'apprentissage. Twitter regorge de partage de connaissances en temps réel grâce à des hashtags comme Art ou EdTech ou NAR Lifelong Learning, et même Instagram et TikTok regorgent de contenus éducatifs au format court. Mais voici le vrai point important. Ces plateformes collectent en permanence des données. Et je ne parle pas seulement de votre nom ou de votre adresse email. On parle ici du temps que vous passez à regarder une vidéo, de ce que vous recherchez, du type de contenu que vous ignorez, des personnes avec qui vous interagissez, et bien plus encore. Décomposons les différents types de données issues des réseaux sociaux, car les comprendre nous aide à voir comment elles peuvent être utilisées dans l'éducation des adultes. Tout d'abord, il y a le contenu généré par les utilisateurs. C'est tout ce que vous et moi publions en ligne. Mises à jour de statuts, commentaires, vidéos, photos, podcasts. Dans un contexte éducatif, cela a une valeur incroyable. Par exemple, si des apprenants adultes partagent des infographies sur la gestion de projets ou publient des réflexions sur un bootcamp de codage qu'ils ont suivi, c'est une mine d'or d'informations sur les sujets qui suscitent l'intérêt et la manière dont les gens s'engagent dans l'apprentissage. Ensuite, il y a les données de profil utilisateur. Cela inclut des informations de base comme votre localisation, votre parcours professionnel et vos centres d'intérêt. Si quelqu'un indique sur LinkedIn qu'il travaille dans le marketing et suit des comptes liés à l'analytique, les plateformes peuvent utiliser ces informations pour suggérer des cours ou des certifications pertinents. Tout consiste à faire correspondre le contenu à votre identité professionnelle. Ensuite, il y a les données d'engagement. Ce sont tous vos likes, partages, réactions, commentaires. Si de nombreux apprenants aiment l'annonce d'un cours en particulier ou posent des questions sous une publication, cela indique aux éducateurs que ce sujet est pertinent et mérite peut-être d'être approfondi. Et n'oublions pas les données comportementales. C'est plus subtil et plus puissant. Les plateformes suivent le temps que vous passez à lire un article, si vous regardez une vidéo jusqu'au bout, et ce sur quoi vous cliquez ensuite. Cela permet d'affiner les recommandations. Si quelqu'un interagit régulièrement avec du contenu sur l'entrepreneuriat, mais passe les vidéos sur la finance, l'algorithme apprend à mettre en avant davantage de ressources sur la création d'entreprises. Les données de réseau sont également importantes. À qui êtes-vous connecté? À quel groupe appartenez-vous? Les apprenants adultes rejoignent souvent des communautés en ligne pour discuter d'objectifs communs, comme apprendre l'anglais, changer de carrière ou améliorer leurs compétences numériques. Ces réseaux sociaux peuvent influencer ce que vous voyez et ce que vous apprenez. Et les données issues de ces communautés aident les plateformes à personnaliser ce qu'elles proposent. Et puis, bien sûr, il y a les données marketing et publicitaires. Chaque fois que quelqu'un clique sur une publicité pour un cours ou s'inscrit à un webinaire via Instagram, les plateformes le suivent. Ils apprennent quel format fonctionne, quel langage est persuasif, voir à quel moment de la journée les gens sont le plus susceptibles de s'inscrire. Maintenant, je voudrais faire une pause et souligner quelque chose. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, ces données, ce n'est pas juste abstrait. Elles sont déjà utilisées en ce moment même pour façonner l'éducation des adultes. Les fournisseurs de cours les analysent pour améliorer l'engagement. Les organisations à but non lucratif les utilisent pour adapter des programmes aux communautés mal desservies. Les gouvernements s'en servent pour évaluer les besoins publics en formation à la littératie numérique. Mais aussi enthousiasmant que cela soit, nous devons aborder le côté éthique des données.
La vérité, c'est que l'utilisation des données n'est pas toujours sans danger. Il existe de réelles préoccupations concernant la vie privée, le consentement et l'équité. Réfléchissez-y. La plupart des utilisateurs savent-ils vraiment combien de données ils partagent? Comprennent-ils comment elles sont utilisées? Et dans le domaine de l'éducation, où les apprenants peuvent être vulnérables, financièrement, socialement ou émotionnellement, ces questions deviennent encore plus sérieuses. Il y a aussi la question des biais algorithmiques. Si les données qu'une plateforme utilise pour recommander des contenus d'apprentissage reflètent des inégalités passées, par exemple en proposant davantage de cours techniques aux hommes qu'aux femmes, cela peut renforcer ces inégalités, même de façon involontaire. Et n'ignorons pas la question de l'accès et de l'inclusion. Tous les adultes n'ont pas le même accès aux appareils, à l'Internet haut débit ou à la maîtrise du numérique. Ainsi, lorsque les plateformes s'appuient trop sur les données pour personnaliser l'apprentissage sans combler ces écarts, elles risquent de laisser certains apprenants de côté. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons devenir des utilisateurs mieux informés. Si vous êtes enseignant, comprenez quel type de données votre plateforme collecte et comment elles sont utilisées. Si vous êtes apprenant, vérifiez vos paramètres de confidentialité. Posez des questions. Pourquoi est-ce que je vois ce cours? Est-ce basé sur mes données ou sur autre chose? Deuxièmement, les institutions et les fournisseurs de cours doivent accorder la priorité au consentement et à la transparence. Des formulaires de consentement clairs, des explications sur l'utilisation des données et des moyens de se désinscrire sont essentiels, non seulement pour se conformer à la loi, mais aussi pour instaurer la confiance. Troisièmement, nous devrions plaider en faveur d'une conception éthique. Les plateformes peuvent faire mieux. Par exemple, elles peuvent s'assurer que les algorithmes qui recommandent du contenu éducatif sont examinés pour garantir l'équité et qu'ils ne renforcent pas les stéréotypes ni n'excluent les groupes défavorisés. Prenons aussi un instant pour regarder vers l'avenir. De nouvelles réglementations comme le RGPD en Europe ou la future loi sur l'IA poussent les plateformes à être plus responsables. Nous voyons également des expérimentations avec des systèmes basés sur la blockchain, où les apprenants possèdent et contrôlent leurs propres données. Imaginez un portefeuille numérique de vos attestations d'apprentissage que vous seul décidez de partager ou non. Parallèlement, l'IA évolue pour analyser les données de manière plus sécurisée, plus transparente et, espérons-le, plus éthique. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Avant de conclure, je souhaite relier cela à quelque chose de très concret. Comment les éducateurs et les apprenants adultes peuvent utiliser ces connaissances? Si vous êtes enseignant, réfléchissez à la manière d'utiliser les données des réseaux sociaux pour améliorer votre enseignement. Les gens arrêtent-ils de regarder vos leçons vidéo après 3 minutes? Peut-être que le rythme doit être ajusté. Les commentaires signalent-ils une confusion autour d'un sujet? Envisagez une publication de questions-réponses ou un live de suivi. Si vous êtes apprenant, commencez à explorer votre propre empreinte numérique. Quel type de publicité voyez-vous? Quelles ressources d'apprentissage vous sont recommandées? Et pourquoi? Cette prise de conscience vous donne le contrôle. Elle vous permet de façonner votre parcours d'apprentissage de manière intentionnelle et non simplement passive. Consommez tout ce que l'algorithme vous propose. Pour conclure, les données des réseaux sociaux sont puissantes. Elles peuvent personnaliser, motiver et connecter. Mais elles peuvent aussi exploiter, exclure et induire en erreur si elles ne sont pas utilisées avec précaution. La solution n'est pas d'arrêter de les utiliser. C'est de les utiliser intelligemment. Que vous enseigniez, appreniez ou développiez des programmes éducatifs, comprendre les données des réseaux sociaux n'est pas seulement une compétence technique. C'est une forme de littératie pour l'ère numérique. Et comme pour toute littératie, plus vous apprenez, plus vous gagnez en autonomie. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine leçon où nous apprendrons à collecter et analyser les données des réseaux sociaux.